Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mystère et Spiritualité. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Vous y trouverez de nombreux documents vidéo portant sur les religions, les spiritualités, les mystères et phénomènes paranormaux et quelques documents aussi d'époque, des documents historiques, euh, donc d'événements importants qui ont pu avoir eu lieu dans le passé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un phénomène paranormal, l'histoire d'une clinique hantée euh, à Arcachon. Alors, pour vous décrire ces phénomènes, nous allons nous baser sur un texte qui a été écrit qui relate les événements. Donc les phénomènes se rapportent essentiellement à des mystérieux jets de pierre qui se sont produits en 1963 dans une clinique d'Arcachon. Ils ont été relatés dans la revue Métapsychique de juin 66 par le docteur Queno, propriétaire et directeur de la clinique. Et donc, on va reprendre des extraits du compte-rendu du docteur Queno, à savoir que ce médecin était un ancien interne des hôpitaux de Nancy, qui a été lauréat de l'Académie de médecine, que c'est le fils de Lucien Queno, qui était un biologiste et membre de l'Académie des sciences. Donc de la mi-mai jusqu'au début de septembre 1963, écrit le docteur Queno, la clinique orthopédique d'Arcachon fut harcelée par la projection de cailloux, de fragments de briques dont l'origine est demeurée inconnue. Ce type de phénomène assez inhabituel, on en conviendra, sans que l'on ait pu surprendre un coupable pendant une durée assez longue, a déjà été signalé dans l'imagerie traditionnelle des maisons hantées. J'y portais pour cette raison d'autant plus d'attention que cela se produisait presque chez moi, dans une clinique spécialisée dans le traitement de tuberculose osseuse que je dirigeais à Arcachon depuis plus de 23 ans, donc dans un cadre que je connaissais parfaitement. En dehors du caractère inexpliqué de cette agression et du problème policier qu'elle posait, cette affaire m'a permis d'observer, sur le vif, les réactions psychologiques des personnes au courant, mais non concernées, des témoins directs qui reçurent les pierres et surtout d'une jeune fille qui semblait particulièrement visée. J'ai pu noter cette espèce de refus systématique qui est presque l'inverse d'une suggestion collective, tout le monde se refusant à admettre une explication irrationnelle, puis, devant l'impossibilité d'une interprétation satisfaisante, s'efforçant de ne plus y penser en s'abstenant de tout commentaire. Pendant cette période, les malades hospitalisés à la clinique, la plupart allongés sur des lits, reçurent approximativement 2 à 300 cailloux de tout calibre, parfois très petits, parfois d'une volume d'une demi-brique. Ces projectiles étaient donc parfaitement inoffensifs, voire, à l'inverse, parfaitement capables de tuer quelqu'un. La trajectoire des pierres, la direction des tirs, la vitesse, le nombre et la nature des projections furent très variables. L'horaire de la chute des pierres fut lui aussi très capricieux. Celle-ci tombait à toute heure du jour, mais quand même plus particulièrement à la nuit tombante. Jamais il n'y eut de malades blessés, et si 2 d'entre eux furent touchés, ils ne le furent que très légèrement. La seule condition apparemment nécessaire et suffisante au déclenchement des phénomènes était la présence dans les parages de Jacqueline R., âgée de 17 ans, ce qui autorisait tous les soupçons la concernant. Mais malgré l'étroite surveillance de la part des autres malades, jamais rien dans ce sens ne put être mis en évidence. Au contraire, dans de multiples circonstances et devant de nombreuses personnes, elle fut elle aussi la victime de ces jets de pierre. Et elle était visiblement parfaitement innocente de ce qui lui arrivait. Le docteur Queno signale ensuite que la chute des pierres commença au moment où le personnel et les malades de la clinique apprirent que celle-ci allait être fermée ou vendue et qu'à cette époque, une malade, Angelina M., elle aussi était particulièrement visée par les cailloux. Elle était donc probablement l'agent inconscient de ces jets de pierre. Ce n'est qu'après le départ d'Angelina de la clinique, le 7 juillet
1963 que Jacqueline R. prit, en quelque sorte, le relais de cette malade, en ce qui concerne la cause probable des phénomènes. Loin de cesser après le départ d'Angelina, écrit toujours le médecin, les chutes de cailloux devinrent de plus en plus fréquentes, avec une prédilection toujours marquée pour l'environnement immédiat de Jacqueline. Visiblement, c'était elle qui était désormais visée. Il lui suffisait de se trouver quelques minutes en un lieu quelconque, des terrasses extérieures, pour que les cailloux se mettent à tomber autour d'elle. Si elle s'absentait de la clinique, les jets de pierre cessaient. Dès qu'elle réapparaissait, ceux-ci reprenaient après une latence de 5 à 10 minutes à chaque fois. En même temps, le poids, la force et le nombre de pierres lancées sur les malades augmentaient rapidement pour devenir inquiétants en juillet et en août. Certains jours, il y en a eu une trentaine. D'autres jours, tout s'arrêtait sans motif pour reprendre quelque temps plus tard, à la condition que Jacqueline R. soit présente. Le diamètre des cailloux lancés furent, à toutes les périodes, très diverses. Comme leur volume, leur nature était aussi extrêmement variée. Parfois, il s'agissait de très petits cailloux arrondis, comme on en trouve sur les plages. D'autres fois, c'étaient de véritables galets de rivière. Il y eut également des fragments de briques, des éclats de ciment. Les pierres, visiblement lancées d'assez haut, atteignaient le sol, sauf en de rares exceptions, à la verticale, et souvent en traversant le feuillage de 3 platanes qui ombrageaient une partie du parc. Ce tir aveugle à travers les feuilles des 3 gros arbres, sous lesquels s'abritaient souvent les malades, aurait pu être dangereux, surtout lorsque les pierres étaient grosses. Contrairement à ce qui était permis de craindre, il n'en fut rien, parce que presque personne ne fut touché. Et ce ne fut pas le moins surprenant dans l'affaire. Évidemment, quand le bombardement était trop intense, les malades rentraient précipitamment à l'intérieur du bâtiment pour se mettre à l'abri. Mais même en tenant compte de cette précaution bien naturelle, cette bénignité méritait d'être notée. Si au début, continue-t-il, personne ne fit attention aux petits cailloux reçus par les malades depuis plusieurs semaines, c'est donc en juillet et en août, en raison du nombre, du poids et de la vitesse des projectiles, que le phénomène attira l'attention de l'ensemble des malades hospitalisés, au point même de devenir presque l'unique sujet de conversation des pensionnaires entre eux. Cette affaire bénéficia donc, au début, d'une sorte de conspiration du silence, personne ne voulant attirer l'attention sur ce qui était considéré comme l'œuvre d'un mauvais plaisant. La directrice n'en fut avisée par Jacqueline R. qu'au début du mois d'août, mais elle non plus n'attacha aucune importance à ses comptes à dormir debout. Ce n'est que le 28 août que M. C. m'avertit, et de mon côté, à seule fin de couvrir ma responsabilité civile, j'informai la police locale qui, suivant l'usage, n'en fit rien sinon me prendre pour un fou. C'est dans ces conditions que j'avertis mon confrère, le docteur Martini, président de l'Institut métapsychique international, qui voulut bien envoyer un enquêteur, M. Robert Toquet, particulièrement au courant de ce genre de manifestation. Lorsque les malades furent interrogés par M. Toquet, les uns déclarèrent n'avoir jamais observé de chute de pierre, d'autres n'en avoir vu tomber que 2 ou 3 à côté d'eux sans y prêter attention. Certains refusèrent même de déposer. D'autres, enfin, les plus nombreux, une quinzaine ou une vingtaine, confirmèrent purement et simplement les faits. Certains témoins avaient reçu autour de 2, de 10, de 20 cailloux. L'un d'eux en avait compté 17 en 5 minutes. 4 joueurs de bridge signalèrent avoir reçu un jour une grosse pierre qui aurait pu facilement blesser l'un d'eux sur leur table de jeu. Un jour, un malade allongé, parmi d'autres, dans un cabinet de consultation, déclara avoir reçu aussi des pierres. Plusieurs déclarèrent être rentrés précipitamment certains jours dans leur chambre, la situation devenant parfois intenable sur les terrasses. Tout en reconnaissant le rôle déterminant de Jacqueline R. dans l'apparition des chutes de cailloux,
Personne ne put déclarer l'avoir surprise en train de lancer quoi que ce soit, ou avoir découvert chez elle une attitude suspecte. Sa mise en vedette la rendait d'ailleurs vulnérable. Elle fut très surveillée par tous les autres malades, et dans cette situation, elle aurait été bien en peine d'intervenir d'une façon active, sans être immédiatement repérée. Parmi tous ces interrogatoires, à peu de choses près identiques, on relève pourtant quelques précisions intéressantes. Un soir d'août, alors que les cailloux tombaient en abondance sur la terrasse nord, un malade, monsieur André, agent de police à Paris, leva la tête au moment précis où une grosse pierre d'environ 2 à 300 grammes fut lancée par la fenêtre d'une chambre du deuxième étage du bâtiment, côté est. Or, cette partie du bâtiment est désaffectée. Il ne vit ni bras, ni tête, ni personne, mais vit seulement un caillou qui sortait de la dite fenêtre pour tomber sur le sol, comme s'il avait été lancé du fond de la pièce par quelqu'un qui se cachait. L'étage a été immédiatement exploré. Il fut trouvé vide et la porte de la chambre en question était fermée à clé, comme toutes les autres chambres qui étaient inutilisées. Un autre soir vers 21h, 3 malades se trouvaient sur la terrasse avec Jacqueline R. lorsque les jets de pierre recommencèrent, venant visiblement du même bâtiment. Pour en avoir le cœur net, les 4 personnes montèrent au 3e étage, ouvrirent la porte de l'étage fermée à clé de l'extérieur et ne virent personne. Ils redescendirent sur la terrasse. Les pierres recommencèrent à tomber. Ils remontèrent examiner cette fois le 2e étage, où toutes les portes des chambres étaient également fermées. Pour la seconde fois, leur démarche fut infructueuse, même en ayant pris la peine d'ouvrir chaque pièce qui était fermée avec un loquet de secours. Un certain jour, où monsieur C était allongé sur la terrasse nord, les cailloux se mirent à pleuvoir en telle quantité que, pris de colère, il se mit à crier. « Il y en a assez! Cet imbécile, il ne peut pas s'arrêter !» Et aussitôt les chutes de pierre cessèrent, pour ne reprendre que timidement une demi-heure plus tard. Un autre témoin signale que, un jour où le temps était particulièrement beau, tous les malades, sans en excepter un, descendirent de leur chambre pour passer l'après-midi sur la terrasse. Ce jour-là, il ne manqua à l'appel ni un malade, ni un membre du personnel, et jamais il n'y eut autant de pierres lancées, ce qui devait entraîner la conviction, pour tous, qu'aucun malade ni aucun membre du personnel ne pouvait être soupçonné. Parmi les informations qu'apportèrent les dépositions, nous devons, continue le médecin, nous devons encore citer le témoignage de monsieur C, qui soulève d'autres difficultés. Un certain soir, pendant lequel ce malade, rigoureusement allongé en raison d'une double coxalgie, avait été particulièrement visé, celui-ci, avant de regagner sa chambre, demanda à Jacqueline R, qui l'accompagnait, de ramasser les quelques pierres tombées autour de lui. Il les déposa en un petit tas à côté de sa chambre pour me les montrer. Le lendemain matin, le tas avait disparu, et il fut impossible de savoir qui l'avait enlevé. Les femmes de chambre prétendirent qu'elles n'avaient rien vu, les malades non plus. C'est alors que le 1er septembre 1963, le docteur Queneau, constatant que Jacqueline R était au centre et l'agent probable de ces manifestations, résolut de lui faire subir un interrogatoire psychologique et psychanalytique. Il apprit ainsi que, bien qu'âgée de 17 ans, elle était déjà désabusée de tout. Elle était, bizarrement, très fière de dire qu'elle ne voulait pas d'enfant, qu'elle adorait qu'on s'occupe d'elle, qu'elle riait volontiers lorsqu'il y avait des enterrements et se mettait à pleurer au mariage. Chose curieuse, après cet interrogatoire, qui fut pour Jacqueline une sorte de confession, de décharge psychologique, les jets de pierre cessèrent et furent remplacés par d'autres phénomènes. Ainsi, le 1er septembre 1963, à minuit, la porte de Jacqueline,
donnant sur le couloir s'ouvrit lentement et sans bruit. C'est le heurt de la porte contre le lit de Madame T, qui était dans la même chambre, qui réveilla tout le monde. Comme ce soir-là, il y avait un fort vent, les malades refermèrent la porte sans y prêter plus d'attention. Le lendemain, le 2 septembre 63, les malades de la chambre de Jacqueline venaient depuis une demi-heure d'éteindre leur lumière, lorsque vers 23 heures, il y eut un fort coup de poing frappé contre la porte de la chambre. Quelques secondes plus tard, une infirmière qui était chargée de veiller les malades leur déclara qu'elle n'avait vu personne à proximité de la porte. Le 3 septembre, c'est à 4 heures du matin que la porte, qui pourtant fermait bien, s'ouvrit de nouveau, vint heurter le lit de Madame T, qui cette fois s'éveilla. À ce moment, les autres occupants de la chambre, dont Jacqueline R, étaient dans leur lit. D'autre part, il est à signaler que la porte entr'ouverte n'avait aucune tendance à s'ouvrir spontanément. Le 4 septembre, sur la demande des malades, un verrou est placé à l'intérieur de leur chambre. Depuis, écrit le docteur Queneau, il n'y a eu plus aucun ennui de ce côté. À part quelques ouvertures de portes aux heures de télévision et quelques coups frappés à 4 heures du matin, quelques jours plus tard, à la porte de l'enquêteur de l'Institut métapsychique international. Sinon, tous les phénomènes cessèrent définitivement. Pour terminer, voici la description, un passage plutôt du rapport qui a été remis au président de l'Institut métapsychique international. En septembre 1963, je me suis rendu à la clinique du docteur Queneau à Arcachon, afin de procéder à une enquête sur des jets de pierre et sur quelques autres phénomènes qui s'y produisaient depuis 5 mois environ. J'y ai interrogé le personnel et tous les malades, soit une trentaine de personnes, qui ne purent me préciser la cause probable des phénomènes dont ils avaient été témoins. Présumant que leur auteur, vraisemblablement involontaire, était Jacqueline R, je m'installai dans une chambre contiguë à celle de la jeune fille, afin d'être, à l'occasion, témoin d'un phénomène. Or, au cours de la première nuit que je passai dans cette chambre, à 4 heures du matin exactement, 4 coups relativement violents, séparés par des intervalles de 5 ou 6 secondes, furent frappés sur la porte de ma chambre. Au troisième coup, je me levai, j'ouvris brusquement la porte qui donnait sur un couloir parfaitement éclairé par des lampes électriques. Personne ne s'y trouvait. C'est alors que retentit le quatrième coup, comme s'il avait été produit par un point invisible. Cependant, il n'y avait rien, et je sentis vibrer la porte que je tenais de la main gauche. Il est à remarquer, et ce détail était inconnu du docteur Queneau et de ses malades, que tous les jours, je me réveille entre 3h30 et 4h du matin, et que je suis alors parfaitement conscient. C'est en effet à partir de ce moment que je procède mentalement à l'examen des travaux que je dois effectuer dans la journée. L'inspecteur continue de rapporter dans son mémoire. 2 ou 3 minutes après avoir entendu le quatrième coup, je passai rapidement un vêtement et j'allais frapper à la porte de mademoiselle Jacqueline R. Elle ne me répondit qu'au bout de quelques minutes, et quand elle ouvrit sa porte, elle semblait visiblement sortir d'un sommeil profond. En définitive, et c'est ce que j'ai écrit dans le compte-rendu des interrogatoires, je crois qu'il est difficile d'expliquer la plupart des jets de pierre par la mise en jeu de facteurs normaux, et j'estime que les 4 coups frappés à la porte de ma chambre étaient d'origine paranormale. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à aller vous renseigner, à aller lire, faites des recherches, commentez la vidéo avec vos recherches et nous vous retrouvons pour un prochain épisode de nos phénomènes paranormaux ou inexpliqués. Merci à vous.